Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de comportement égoïste, va parler un petit peu de notre cerveau et c'est un article que j'ai trouvé dans le Figaro qui s'appelle « Les psychopathes sont moins sensibles aux stimuli sociaux ». Un psychologue décrypte le comportement des égoïstes. Êtes-vous égoïste ou pas? Déjà c'est une bonne question. Est-ce que vous avez l'impression d'être égoïste au quotidien? Et si vous l'êtes, c'est peut-être aussi parce que votre cerveau vous oriente de cette façon-là. Alors, des chercheurs de Düsseldorf ont découvert des détails intéressants sur l'égoïsme en étudiant la psychopathie et l'autisme. Le psychologue Tobias Kallencher nous éclaire sur les facteurs qui influencent cette vertu. Je suis pas sûr que le mot vertu était l'élément qu'il voulait dire. Bref. Donc c'est par Stephen Frontman Die Welt. La générosité est souvent associée à une personne aisée qui fait don de son argent ou quelqu'un qui, pendant son temps libre, aide bénévolement les personnes dans le besoin. Le dictionnaire allemand Duden définit le mot généreux comme magnanime, c'est-à-dire comme une attitude. Il en découle une croyance largement répandue selon laquelle cette attitude serait héréditaire, inculquée ou apprise. Et là on revient sur la vidéo d'hier qui était Nature Culture. On est à nouveau, et on sera toujours sur ce questionnement, qu'est-ce qui est nature, qu'est-ce qui est culture, et on s'est beaucoup dit, bon bah voilà, il y a quelque chose qui peut, de par l'espèce de copie sociale, de miroir social qu'on fait, on va répéter ce qu'on a pu voir, ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on a pu voir de nos propres yeux. Mais Tobias Kallencher, psychologue diplômé de l'université Heinrich Heine de Düsseldorf, arrive à une autre conclusion. Selon lui, les décisions sociales ne dépendent pas uniquement de l'éducation ou de la culture. Elles sont aussi profondément ancrées dans les cerveaux. Donc là, on est vraiment sur ces notions où on dit non mais les gars, il suffit, tout est social. Je reviens souvent dessus parce que il y a des moments, moi j'aime bien lire la psychosociale, j'aime bien la sociologie, mais il y a des moments ils me saoulent avec le tout social. Tout comme on pourrait dire que tout est biologique. Non, il y a les deux, et il y a des bons mix, il y a des moins bons mix, il y a des mix explosifs et d'autres qui sont complètement neutres. Donc Die Welt. Monsieur Kallencher, qu'est-ce qui détermine la générosité d'une personne ? Tout comportement social repose sur un équilibre entre des motivations égoïstes et le souci du bien-être collectif. Prenons un exemple. Si on me demande si je suis disposé à prendre un jour de congé pour aider un ami à déménager, et que j'accepte, cela signifie que mon égoïsme est faible. Mais plus la distance sociale avec cette personne est grande, plus mes motivations égoïstes prennent le dessus. Je pense qu'on le vit à peu près tous de la même façon. Pour un proche, on peut se dire « Ah, ça me saoule, mais je vais le faire ». Pour les autres, tu fais « Vas-y ». Beaucoup de gens donnent parfois quelques pièces à un mendiant par compassion, mais la plupart du temps, ils se comportent de manière égoïste et gardent leur argent. Ce qui a aussi une réponse sociale, dire « Mais je ne peux pas aider tout le monde ». L'intérêt, c'est de se dire « Qu'est-ce qui fait que tu as aidé telle ou telle personne et pas telle autre ?» C'est vraiment un questionnement qui est intéressant. Nous avons pu étudier ce comportement dans le cadre d'une étude et nous avons constaté que ce conflit était résolu différemment chez les sujets sains et ceux atteints du syndrome du Barch-Witt, une maladie héréditaire qui ne touche qu'environ 200 personnes dans le monde. Ces patients ont une vie émotionnelle et un comportement social modifié, donc ils sont autistes, et ne peuvent pas interpréter les émotions à partir des expressions faciales. Peut-on dire qu'ils sont neutres sur le plan émotionnel ? Et ça c'est intéressant de se dire, l'association, je suis pas apte à lire tes émotions, donc ça veut dire que je n'en ai pas, ça veut dire que je n'ai pas d'empathie, ce qui n'est pas juste. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à décrire quelque chose que pour autant on ne vit pas quelque chose à l'intérieur de soi. C'est souvent l'impression que l'on a, mais c'est inexact. Ces personnes possèdent bel et bien des aptitudes sociales, et elles peuvent se montrer sympathiques et bienveillantes. Ce ne sont absolument pas des psychopathes. Cependant, lorsqu'on leur fait passer un test social appelé Social Discounting Experiment, destiné à évaluer leur propension à aider les autres, on observe qu'ils se comportent différemment, ils accordent bien plus d'attention à leurs propres intérêts. Ok, donc là on peut se dire, moins tu as d'éducation sociale
plus tu te rends compte que potentiellement tu es égoïste, mais il y a aussi naturellement, si je suis pas capable de voir si c'est ok ou non ok avec les autres, bah j'ai quand même cette faculté assez naturelle à être égoïste. Nos patients atteints du syndrome de Bergwitz ont grandi dans des environnements sociaux difficiles, beaucoup ont traversé des épreuves terribles pendant l'enfance. Alors, en cas d'accident, ces patients choisiraient-ils de sauver une personne en particulier plutôt que plusieurs autres? Bon alors là, même pour des personnes qui sont empathiques et autres, voire très empathiques, la question elle est juste horrible et hyper compliquée à répondre. Pas exactement. De règle générale, ils cherchent à sauver tout le monde. Ce qui est clean. Ils rejettent l'idée de sacrifier ne serait-ce qu'une seule vie, même si cela pouvait permettre d'en sauver des millions d'autres. Et vous voyez, là il y a quelque chose de bien spécifique. Et la question se posait sur vous, hein, n'hésitez pas à me dire, mais est-ce que vous sauveriez une vie ou vous la laisseriez partir si vous pouviez en sauver des millions d'autres? Après, ça dépend de notre proximité, ça dépend de plein d'éléments, et on revient sur cette notion-là. Plus il y a une proximité, c'est comme avec le déménagement, plus peut-être on est capable de se dire je vais sauver cette personne-là, et se dire bah ouais mais les autres je les connais pas, donc je m'en fous. J'exagère un peu, mais en période de guerre, hein, si on reprend l'article d'hier, avec cette notion des ordres, il y a encore plus cette dissociation avec l'autre, avec la souffrance de l'autre, avec un gène égoïste. On va pas me faire chier parce que mon N+1, mon général m'a dit d'appuyer sur le bouton, j'ai appuyé sur le bouton, vous n'avez pas à m'emmerder là-dessus, c'est lui qui prend la responsabilité. La proximité joue énormément. Culturelle, intellectuelle, familiale et tout. Leur règle fondamentale est la suivante, pas une seule personne ne doit mourir. Ils refusent tout simplement de prendre une telle décision. Peu importe donc qu'il s'agisse du moindre mal ou du plus grand mal, le mal reste le mal. Exactement. Cette maladie n'a-t-elle pas des inconvénients? Nos patients atteints du syndrome d'Urbach-Witt ont grandi dans des environnements sociaux difficiles, beaucoup ont traversé des épreuves terribles pendant leur enfance. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'ils ne présentent pas de traumatisme. Un amygdale dysfonctionnel peut donc aussi présenter certains avantages. L'un des objectifs de notre étude est de pouvoir traiter la psychopathie ou l'autisme. Comment cela serait-il possible? Je vous dis que la pathologie est peut-être de l'autisme, mais ça se trouve, ça ne l'est pas. Il faudrait que je vérifie. Dans les deux cas, l'amygdale, donc situé dans le cerveau, hein, pas à confondre avec celui de la gorge, joue un rôle important dans la maladie, bien que pour l'autisme, son implication fasse encore débat. L'amygdale est déterminante dans le comportement social, ainsi que dans l'interprétation et la signification émotionnelle des signaux sociaux tels que les expressions faciales. Pour moi, j'avais associé l'amygdale au rapport à la peur. Alors je sais qu'il y a plein de choses, hein. Un tout petit organe fait plein de choses dans notre cerveau, et c'est aussi intéressant de voir que interprétation et signification émotionnelle et les signes sociaux sont aussi associés à ça, à cet organe. Ce traitement de l'information est perturbé aussi bien dans la psychopathie que dans l'autisme. Chez l'homme, voir une expression de joie, entendre des cris ou percevoir la peur entraîne une réaction. Cependant, chez les psychopathes, l'activation de l'amygdale est moins marquée. Alors c'est intéressant, parce qu'il le précise bien dans la suite, hein, vous verrez, mais c'est moins marqué, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une activation de l'amygdale. Alors peut-être, il y en a, ils ont très peu d'activation. Ils sont donc moins sensibles aux stimuli sociaux. Ils ne se rendent donc pas compte lorsqu'ils font du mal à quelqu'un. Exactement. Si je donnais un coup de poing à quelqu'un et que je lui cassais le nez, et que cette personne criait de douleur, je serais horrifié. Je me dirais sans doute, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et je ne recommencerai pas. Un psychopathe, en revanche, ne percevrait ni les cris, ni l'expression de souffrance comme dérangeant. Il y réagirait moins et pourrait même frapper à nouveau. Ces différences de comportement sont liées au fonctionnement de l'amygdale. Votre étude vise-t-elle, en quelque sorte, à développer un médicament capable de transformer une personne malveillante en quelqu'un de bienveillant? J'irai pas jusqu'à là. Il est difficile de concevoir un médicament qui agisse spécifiquement sur l'amygdale. Et c'est là où on se rend compte que les neuros, c'est hyper compliqué. La pharmacopée, ça doit être un truc de dingue. Et qu'on peut se dire, ah bah il suffit, il y a qu'à... Tu te rends compte que c'est ultra difficile. C'est pour ça, hein, notamment pour les psychotiques et tout, que c'est tellement difficile de trouver des molécules qui correspondent à des pathologies, et en plus à des pathologies vécues spécifiquement par certains types de personnes, ou des personnes que vous connaissez. C'est complexe. Il ne suffirait pas non plus d'en augmenter ou diminuer l'activité, et cela ne rendrait pas un psychopathe plus bienveillant, et à l'inverse non plus. Mais nous avons découvert qu'il existait un moyen bien plus simple qu'un traitement médicamenteux. Lequel?
Des collègues ont mené des expériences à Amsterdam sur des délinquants condamnés présentant des traits psychopathiques. Comme on pouvait s'y attendre, les sujets n'ont pas réagi aux stimuli sociaux. Mais, lorsque les chercheurs leur ont expressément demandé de prêter attention aux expressions faciales, leur amygdale s'est bel et bien activée. Il est donc possible que le mécanisme soit beaucoup plus simple que ce qu'on l'imaginait et qu'il ne soit pas nécessaire de développer des médicaments pour cela. Vous imaginez, et là on revient sur la notion et l'importance de la focalisation, à un moment donné, même les personnes qui sont psychopathes, si on les fait focaliser sur les expressions faciales, sur cet élément qu'ils ont quand même vu et qu'ils ont acquis sur plein d'éléments, ils pourraient bien sûr dire « je le vois pas », mais on sait aussi qu'il y a certaines facettes de la psychopathie qui fait qu'il y a une hyper compréhension des éléments, sauf qu'il n'y a pas d'émotion associée. C'est pour ça qu'ils servent à assez bien manipuler, voire très bien manipuler. Si on arrive à leur refaire vivre un peu d'émotion, est-ce que ça va les impacter ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, on se rend compte que cette focalisation, cette capacité à un moment à les prendre, peut faire émerger en miroir à l'intérieur quelque chose, de l'empathie. Autrement dit, si on se fait frapper, il faut attirer l'attention sur la douleur. Aïe, ça fait mal. Exactement, oui. Rire. Cependant, je recommanderais d'appliquer ces principes avec prudence. Encore une fois, l'étude montre simplement qu'en attirant l'attention, les participants devenaient sensibles à des stimulus sociaux négatifs auxquels ils étaient jusqu'à là indifférents. Voilà, mais ça ne veut pas dire que s'ils sont sensibles, ils n'auront pas la même conclusion. Et pourrait-on traiter l'avarice autrement qu'avec de belles paroles? Je crains que non. Les belles paroles sont une sorte de norme sociale. Nous savons que les individus égoïstes peuvent s'adapter aux normes sociales s'ils les jugent opportuns. Quant à savoir s'ils iront jusqu'à partager leur argent, ce n'est qu'une pure spéculation. L'Allemagne est souvent considérée à l'international comme un pays où l'avarice est valorisée. Est-ce lié à des raisons culturelles? Les normes sociales et culturelles jouent ici un rôle très important, mais en Allemagne, il existe également un fort soutien de l'État-providence qui, comme on le sait, est financé par les impôts. Et cela aussi, c'est une forme d'altruisme. Vos travaux montrent également que la lésion de l'amygdale joue un rôle important dans le traitement de la peur. Les patients atteints du syndrome d'Uberschwitz présentent des lésions d'amygdale basolatérale. Il s'agit d'une petite structure en forme d'amande dans le cerveau qui jouerait un rôle central dans l'empathie envers autrui. Dans le langage courant, il est également appelé centre de la peur. Voilà, moi c'est ça que j'avais comme notion. Car la lésion atténue les réactions de peur et de frayeur, y compris face à des peurs classiques comme les araignées, serpents, les films d'épouvante. Cela signifie-t-il qu'à l'inverse, les personnes particulièrement anxieuses sont aussi particulièrement empathiques? La question, je trouve qu'elle est ultra pertinente. Oui, et cela vaut en particulier pour les peurs comparables. Une personne qui se rend chez le dentiste sans aucune crainte ne fera pas preuve de beaucoup d'empathie envers quelqu'un qui a une peur bleue. La compréhension émotionnelle des peurs, des soucis et de la souffrance augmente à mesure que l'on en fait soi-même expérience. Et c'est là où c'est intéressant. C'est parce qu'on commence à avoir un rapport empathique ou qu'on peut se mettre à sa place ou qu'on l'a vécu, qu'on commence à se dire oh, c'est quand même pas terrible de péter un nez ou de faire du mal à quelqu'un ou de se faire escroquer ou plein de choses. Donc, si on doit aller chercher de quelque chose à la cave en pleine nuit, mieux vaut envoyer la personne la plus égoïste. Oui, c'est tout à fait ça. Ce sera sûrement celle qui aura le moins peur. Je trouve l'article très sympa. Je peux pas vous le partager parce que c'est, je crois que c'est un truc qui est fermé. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire votre niveau d'égoïsme, parce que je pense que c'est important. Et ça, on va peut-être savoir s'il y a plus de psychopathes que prévu. Mais on a déjà vu hier que on a pas mal de traits de la Dark Triad. Faudrait que je vous en reparle parce que vous me l'avez demandé. Quand on lit des articles et on se dit ouh, je suis un peu tout ça. Comme d'habitude, si vous avez des questions de remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude aussi, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.